Tous les étés, le conseil départemental organise des manifestations culturelles, dont un festival du livre qui va de village en village. Nous sommes à Isola. Il y a une anecdote que voulait me raconter Florent Fassi, alors dites-moi un petit peu. Voilà, c'est une très belle histoire que Florent Fassi vient de me faire vivre là, et qui est en cours de naissance, quoi. Voilà, à Belvédère, donc nous avons fait un livre d'aquarelle, Florence Chou et moi, Alain Grenda, qui a fait le texte. On a raconté un peu l'histoire de mon village de Belvédère dans la Vésubie. Et dans ce village, sur les montagnes, il y a, on aime bien, une source qui s'appelle la fontaine Marie-Joséphine. C'est un endroit dans la montagne, près de la cime de la Valette, très haut dans la montagne, au bord du chemin qui passe là. Il y a un tout petit trou d'eau, insignifiant, mais sur une roche, il y a une belle gravure, très bien écrite, Fontaine Marie-Joséphine. Et c'est tout, avec un numéro de capitaine du gars. Mais on ne sait rien. Simplement, les bergers ont écrit aussi, les bergers de Belvédère, ont écrit leur nom sur cette roche gravée. Et évidemment, ils ont mis des dates, eux. Et ces dates les plus anciennes remontent avant la guerre de 14. C'est 1910 par là, et on a les noms des bergers. Mais c'est tout ce qu'on savait sur cette fontaine Marie-Joséphine que les Belvédérois aiment beaucoup. Et je me demandais qui était ce capitaine du gars et qui est cette Marie-Joséphine. Est-ce que c'était une fiancée? Est-ce que c'était une amie? Est-ce que c'était une bergère rencontrée là? Tout ça, on n'en savait rien. Et là, maintenant, Vous êtes allé voir le généalogiste. Voilà. Et en quelques minutes de recherche, il est arrivé à trouver beaucoup de choses. Et puis là, c'est à coup sûr parce que les choses se recoupent. Véritablement, on a trouvé le capitaine Dugas, son lieu de naissance qui est Avignon. Et puis, il était vraiment capitaine à ce moment-là parce que le grade a changé. Mais à cette époque-là, c'est-à-dire avant, autour de 1910, même avant 1900. Autour de 1900. Alors là, justement, là, le document qui nous a permis de retrouver la trace du capitaine Dugas, c'est la base Léonore, qui est la base des hommes et femmes qui ont eu la Légion d'honneur. On retrouve son état de service et on découvre que cet homme a été dans le 24e bataillon de chasseurs alpins en tant que capitaine entre 1891 et 1894. Donc là, on a confirmation qu'il se trouvait bien dans cette unité, dans cette période où on pense que la gravure a été faite. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre aussi sur le même document, un peu plus haut, qu'il était déjà marié avec une jeune femme qui s'appelait Villard. Voilà, Villard, né Villard et veuve, bon, mais après restait le mystère de ce nom, Marie-Joséphine. Là, on a un autre document qu'on a retrouvé. On va essayer de le zoomer pour qu'on puisse... C'est son acte de naissance. Et en mention marginale, on découvre qu'il y a eu un mariage en Algérie. Et quand on voit l'état de service, ça confirme cette possibilité. Parce qu'à cette période-là, il était dans une unité en Algérie. Tirailleur algérien. Tirailleur algérien. Et on découvre qu'il s'est marié avec une Villard. Alors, il y a une erreur de transcription, mais Marie-Joséphine. Donc Marie-Joséphine, c'est le nom de la fiancée qui a été gravé pour le nom de cette fontaine par les chasseurs alpins. Donc avec la généalogie, on a pu croiser les sources, trouver les éléments qui nous ont permis à la fois d'identifier le capitaine en question et la raison du nom de cette fontaine. Tout c'est clair. Voilà, une belle histoire en quelques clics sur Internet. Voilà, maintenant on sait pourquoi tous ces noms sont sur cette source, sur tout ce qu'il y a là. Voilà, et on comprend mieux l'histoire parce que en plus le 24e bataillon de chasseurs alpins était une unité qui était basée dans la Vésubie. Donc en plus c'était un lieu apparemment, vu les emplacements de pierre qu'il y avait autour, où ils campaient. Donc ils avaient besoin de d'eau. Et l'officier de cette compagnie, le capitaine Dugas, a demandé à un de ses hommes de graver sur la pierre le nom de sa promise. C'était entre 1891 et 1894 et ils sont mariés en 1900. Voilà. Merci, belle histoire. Ouais. Alors, Madame Ricord, déjà c'est
Ça fait penser à la Soca, mais bon, là, c'est plutôt les crèches. Ce sont les crèches. En tout cas, c'est un nom de chez nous, quoi. Oui, c'est un nom bien de chez nous, le Victoire, effectivement. Bon, alors, dites-moi tout. Vous faites, déjà, l'UCERAM, c'est connu pour ses crèches. Et donc, vous faites quoi? Eh bien, je suis la créatrice du circuit des crèches, l'organisatrice également. Depuis 19 ans, nous allons commencer notre 19e circuit des crèches début décembre. Alors, ça consiste en quoi? Il y a des crèches un petit peu partout dans le village, c'est ça? Oui, alors les visiteurs arrivent à l'entrée du village, ils s'adressent aux petits chalets où ils peuvent prendre des documents, des dépliants, et notamment le plan du village. Et ils partent à la découverte des crèches dans tout le village. C'est un petit peu un jeu de piste et c'est à eux de chercher, de trouver les crèches. Alors il y en a partout. Il y a des crèches dans les caves, sur les balcons, sur les rebords de fenêtres, sur les lavoirs, à la chapelle Saint-Pierre, au four à pain, à l'église, bien sûr. Il y a des crèches partout dans le village, tout aussi différentes les unes que les autres. Vous en avez ici un petit échantillon, dirais-je, puisque dans notre village, il y a 450 crèches qui sont réparties un petit peu partout. Pour combien d'habitants? Pour 1284 habitants. C'est un bon pourcentage. Voilà, c'est un très bon pourcentage et chacun se fait un point d'honneur de participer. C'est la Maison de Pays qui est à l'origine de ce circuit des crèches, puisque je faisais la crèche déjà depuis longtemps dans l'église. Et lorsque nous avons créé l'association La Maison de Pays de l'UCERAM et du Haut-Paillon, nos objectifs étaient de réaliser des manifestations à thème. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai voulu mettre des crèches comme cela un petit peu partout dans le village. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? L'idée, c'est qu'il fallait créer des événements, un événement, parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, dans nos petits villages de montagne qui se désertifient, pour attirer un petit peu de monde, eh bien, il faut créer de l'événementiel. Et l'événementiel, eh bien, il faut quelque chose d'un petit peu particulier, un petit peu novateur, un petit peu insolite. Eh bien, c'est ce que nous avons fait donc à l'UCERAM. Puisqu'en arrivant à l'UCERAM, vous avez déjà l'impression de trouver une crèche. Le village est une crèche en lui-même. Et ensuite, eh bien, on vient chercher à l'UCERAM un peu de rêve, un peu d'authenticité et la magie de Noël surtout. Merci. Robert. Bonjour. Alors ici c'est l'association... Alors, Fédération des associations du comté de Nice, Fédération des associations de la comté de Nice. Nous sommes une fédération qui regroupe pratiquement 60 associations de tout le comté de Nice, depuis Châteauneuf-d'Entrone jusqu'à Menton, et de Nice jusqu'à la Brigue et à Breil, qui regroupe une association qui à peu près on doit être dans les 7 à 8 000 membres. Et notre association qui a son siège rue Pierre-Blancon dans Nice-Riquier, de terre rue Pierre-Blancon, nous faisons surtout un travail, d'abord d'exposition, mais surtout un travail pédagogique par rapport à la production de livres et de CD pour les cours de niçois, depuis la maternelle jusqu'à terminale. Je crois que c'est ça le point important, le plus important de l'association et de la fédération, en plus avec beaucoup d'autres activités bien entendu. C'est pour ça que sur cet étal, nous vous présentons des livres de tous les éditeurs locaux, mais ainsi que des livres qui sont faits par nos associations aussi qui produisent, ainsi que ceux que nous produisons nous-mêmes. Je pense que la plus belle démonstration pour nous, c'est le livre de conjugaison, puisque nous travaillons avec la Canopée, qui est l'ancien CRDP, c'est-à-dire la maison d'édition du rectorat de Nice, pour l'Académie de Nice, maritime, et le conjugué pour Nissat a eu déjà une réédition, parce qu'il est pris par tous les collèges et tous les lycées, et tous les gens qui, dans les nombreuses associations qui font niçois, permettent de faire la conjugaison. En plus, ça c'est une production 100% fédération plus Canopée. Par contre, nous avons des associations qui nous font des dictionnaires français-niçois, niçois-français, comme l'Escole des Vélandes. Ça, c'est le livre, c'est le dictionnaire niçois-français, et nous avons le pendant dans un autre format français-niçois, ce qui parle aussi très bien
parce que tous les gens ont besoin, puisque de nombreuses associations et dans tout le canton de Nice font niçois et apprennent niçois, qui est une langue qui est reparlée. Hein. Je dis même qu'au niveau du bac, voilà, ça c'est le français niçois qui part, le format c'est l'école de Bélande qui refait. Et donc beaucoup de gens apprennent niçois et au bac il y a eu 400 terminales qui ont pris niçois, soit en premier, soit en langue de numéro 2, 3, qui avait pas mal de variantes, et qui ont participé à ce bac. Christine. Bonjour. Alors là, je vois les vallées de Nice. Oui, c'est mon thème d'inspiration en ce moment, le costume niçois particulièrement. Donc voilà. Vous faites ça en, je vois pas bien. Il y a des peintures, les peintures originales, quelques-unes sont exposées là. D'accord. Et ensuite, un petit travail par l'ordinateur. Et je l'ai fait imprimer à Nice, au CEF. Voilà. Donc 100% fait niçois. D'accord, donc ce sont des cartes postales? Oui, c'est ça, des cartes postales. J'ai quelques sets de table aussi. Très joli. Donc vous êtes où quand vous n'êtes pas là pour vendre ça? Chez moi, je n'ai pas d'atelier. Je suis vendue dans quelques boutiques de Nice, du centre de Nice. Mais sinon, j'ai pas d'atelier. J'ai pas de magasin à moi. Vous avez un site internet, quelque chose? Une adresse Facebook? Oui. Les Niçois d'Adèle. Les Niçois d'Adèle. Voilà. Et donc vous vendez ces magnifiques œuvres sur les Niçois d'Adèle et dans les expositions. Avec la Fédération du Comté de Nice. Voilà. Voilà. Donc amis niçois, qu'on se le dise. Hein. Voilà, vous êtes en train de voir en ce moment les œuvres de Christine. Merci. Rita Julliard. Alors vous écrivez des livres sur les randonnées? Oui, tout à fait. Alors j'écris des livres sur les randonnées. C'est randonnée santé, randonnée histoire sur la Bourgogne et randonnée bonheur. Puis oui. J'ai enchaîné sur les romans. Donc j'ai écrit un roman socio-philosophique, Rompre la chaîne. C'est une chaîne humaine. Voilà. Puis après, sous les voyages bien au-delà de nos frontières, ce sont des croisières, des découvertes culturelles, au plus profond le Nil, etc. Voilà. Et puis mon diamant brut, c'est un diamant qui était à l'état brut qu'on a dû tailler pour rendre brillant livresquement. Alors, vos randonnées, vous les faites où? Eh bien, un petit peu partout sur la région, vers le Mercantour, à Utel, voilà, on tourne vers le lac Saint-Cassien dans le Var, on tourne. Alors, avec l'accent que vous avez au départ? Je suis originaire de la Guadeloupe. Est-ce que vous en avez fait en Guadeloupe au départ? Oui, très peu. J'ai fait la soufrière, bien sûr, et puis la soufrière, oui. Voilà, et puis après vous êtes venu dans notre belle région et vous avez fait de la randonnée, c'est ça? Non, c'est-à-dire que je vivais déjà. Je suis arrivée de votre belle région il y a de nombreuses années. Oui. J'ai fait mes études d'infirmière ici en métropole. J'ai exercé ma passion pour soigner les malades. Et maintenant que je suis retraitée, j'ai commencé donc à randonner. Voilà. Et du coup, eh bien, vous avez pris la plume. J'ai pris la plume, voilà. Parce que la randonnée, ça débloque un peu tout dans la tête. Alors je suis tombée sous la plume et maintenant je ne lâche plus ma plume, elle ne veut plus me laisser. Voilà, la plume et le bâton de randonneuse. Voilà, tout à fait, exact. Bon, ben voilà, c'est magnifique et continuez comme ça alors. Que du bonheur. Donc merci. Vous, c'est Rita Julliard. Voilà. Et on trouve vos livres un peu partout? Non, je suis auto-éditrice. Alors, et en association. J'ai dû créer mon association en auto-éditrice, voilà. Et donc, pour vous trouver, on va sur Internet, on fait comment? Je suis sur le net, sur Google, Rita Julliard Livre, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Vous faites jaune, blanc, bleu, rouge, blanc. Voilà, donc vous êtes voilà, comme vous mis en modèle. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, ça, voilà. Là, vous avez, mais vous avez
Là, nous avons Jérémy Taburki qui fait des dédicaces aux enfants avec son fameux chat rose. Nous lui poserons quelques questions le lendemain à Saint-Étienne-de-Tinée. Quel honneur. D'ailleurs, nous y sommes, Saint-Étienne-de-Tinée, le lendemain, le festival continue. C'est quoi, le chat rose? Entre autres, oui. Le chat rose. Alors là, c'est un nouveau projet. Là, il n'est pas dessiné. Je raconte les dessous de la préparation de ma dernière expo, où le chat rose était peint, sculpté. Voilà, l'idée de ce livre, c'était de raconter l'arrière-boutique du créateur, en fait. Comment on fait un chat rose? C'est ça la question. Alors, et vous le racontez bien, et à la fin, ils sont édifiés. En tout cas, les gens qui s'intéressent à l'art, je pense qu'on auront un aperçu de ce qu'est vraiment le métier d'artiste, au-delà des apparences. Quoi. La démarche et tout ça. Quoi. La démarche, les interrogations, les doutes, il y en a beaucoup, les questions techniques, tout simplement. Voilà, tout ce qu'on ne voit pas quand on va visiter une expo. C'est l'arrière-boutique, c'est l'atelier, c'est les erreurs, les échecs, c'est aussi les surprises, voilà, c'est tout ça. Vous allez peut-être faire naître des vocations? Oui, pourquoi pas. Moi j'ai envie de dire un peu la vérité, de montrer aux gens ce que c'est que vraiment la réalité du métier d'artiste. Voilà, et puis que ça vient pas tout cuit, peut-être aussi. Voilà. C'est un cheminement, ça vient voilà. petit à petit, c'est sûr. D'accord. Et là, aujourd'hui, on est à Saint-Étienne-de-Tinée, on est super bien accueillis comme d'habitude. C'est un vrai bonheur. Là, on m'a fait la surprise de me nommer jury d'un concours de dessin sur le thème du chat. Donc c'est un bel honneur, c'est gentil, les enfants du village participent et il y aura un concours. À la fin, je pense que Médesange offrira quelques bouquins de Charlotte au réalisateur du meilleur dessin, à mon avis. Bravo, merci d'être venu en tout cas. Merci à vous. Madame le maire, Colette Fabron, et son adjointe Anne-Marie Fulconis avec Christiane Mattei, l'organisatrice du festival. Nous, on fait les éditions Mémoire millénaire. On vient de fêter nos 10 ans et on est spécialisé sur le patrimoine régional. Donc on fait spécialement sur les Alpes-Maritimes et aussi un petit peu la Provence depuis 5 ans. Et donc on fait des ouvrages tels que des guides de randonnée, des livres de recettes, des livres d'aquarelle. Là on vient de publier un roman qui s'appelle Tsunami sur la Côte d'Azur. Et donc du coup on est là sur les 3 jours dans le festival de livres de la Tinée avec Jane et Roger qui sont 2 auteurs Mémoire millénaire. D'accord, alors montrez-moi un petit peu le livre dont vous parliez, alors c'est quoi? Tsunami sur la Côte d'Azur, qui est un livre qui a été rédigé par 2 journalistes, Pierre-Yves Rachenecker et Patrice Zer, et qui imaginent ce que serait l'arrivée d'un tsunami sur la Côte d'Azur. Donc c'est un roman d'anticipation. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Peut-être demain, peut-être dans 10 000 ans, mais à un moment donné, la Côte d'Azur est sous un risque de tsunami. Donc ils en ont fait un roman un petit peu avec des personnages qui font revivre le tsunami au milieu du Festival de Cannes et du Grand Prix de Monaco. La Roudoule, très jolie vallée, derrière Puget-Théniers alors. C'est ça, avec un petit canyon même, des gorges quoi. Voilà. Et donc un écomusée, c'est ça? Et un écomusée à Puget-Rostan. Donc, très joli village aussi. Très joli village à 5 minutes de Puget-Théniers. D'accord. Et une exposition permanente sur vivre à la montagne en hiver. Et une exposition temporaire sur le fleuve Var en ce moment. D'accord. Voilà, donc vous êtes les bienvenus si vous...
Et là, par chez nous. voilà, et là vous êtes venu, vous avez pas mal d'ouvrages à présenter en montant. Donc on a pas mal d'ouvrages à présenter qui sont faits par un historien et aussi parfois par un ethnologue. Donc c'est des travaux de qualité. Vous avez par exemple des choses sur le tracé des frontières du comté de Nice et du royaume de Sardaigne. Vous avez des choses sur Entrevaux, vous avez des choses sur les plantes du Mercantour, réalisées par l'historien et l'ethnologue. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter encore? Des choses aussi sur le train d'Épingle. Des travaux historiques sur le train d'Épingle. Et plein d'autres travaux de cette sorte, quoi, de qualité et sérieux. Bon, et puis sinon, le musée de la Roudoule, il est ouvert de quand à quand? Alors le musée est fermé le lundi et il est ouvert tout le reste du temps, en tout cas pendant jusqu'en octobre. Et en hiver, c'est sur rendez-vous. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez-y, racontez-moi. Donc le Rando Malin Côte d'Azur, Alpes du Sud, c'est un guide de randonnée qui permet de découvrir des sentiers qui sont moins connus et moins fréquentés que les sentiers habituels. Alors ces sentiers, ils sont près de la côte ou vous allez un peu dans l'arrière-pays? C'est beaucoup dans l'arrière-pays, principalement dans l'arrière-pays, moyen pays et au pays, donc pas mal de balades aussi dans le parc national du Mercantour. Mais sur les sentiers, encore une fois, qui sont peu connus, peu fréquentés. Alors donnez-moi un exemple par exemple. Alors je vous donne un exemple. Ici, nous sommes dans la vallée de la Tinée. Il y a plusieurs balades qui partent soit de villages comme Roure, comme Saint-Étienne ou encore Saint-Dalmas, et qui permettent d'aller découvrir la montagne sur des crêtes ou sur des cols qui ne figurent pas dans les guides habituels. Je ne veux pas trop en dire là-dessus. Oui, parce que sinon ils n'achètent pas le bouquin. D'accord. Voilà. Bon. Mais on découvre des choses nouvelles et il y a aussi beaucoup d'informations sur l'histoire, le patrimoine, comment était la vie d'autrefois dans ces villages de montagne. Et le randonneur peut ainsi non seulement faire du sport en se baladant, mais en même temps se cultiver et découvrir l'histoire et le patrimoine de l'arrière-pays. Alors ces randonnées, c'est pour le type entraîné ou elles sont de combien d'heures vos randonnées? Il y en a de toutes sortes. Il y en a de très faciles qu'on peut faire en famille, même avec des petits-enfants. Et puis il y a toute un tas de possibilités. On va jusqu'à des randonnées qui sont assez sportives, qui durent jusqu'à 6 ou 7 heures ou un peu plus. Voilà. D'accord. Donc ça s'adresse à tout public. Merci beaucoup. Qui vous êtes? Moi je suis Paul Laudon, mais quand je suis à Nice, ici, je suis la fille d'Hélène Barral. Personnage de mer, vous la connaissez? Oui, bah oui, évidemment, j'allais dans son restaurant quand j'étais jeune. Hein. Voilà, à la fin, elle jouait de l'orgue de Barbarie. Tout à fait, voilà. Je suis née là, au-dessus. Ma mère était née au-dessus du restaurant, en 1916, et moi je suis née un peu plus tard, je ne vous dirai pas quand, aussi au-dessus du restaurant. D'accord. Et j'ai vécu là jusqu'à que je monte à Grenoble, parce qu'il y avait, je suis du temps, il n'y avait pas de fac à Nice. Et j'ai monté faire mes études à Grenoble. Et ensuite, je suis partie pour Tahiti. Voilà. Bon, alors, montrez-moi un peu vos œuvres. Alors, je viens de vendre le dernier livre, je n'en ai plus, sur ma mère, mon plus beau livre. Bon, où est la dame? C'était hier à Nice, Hélène Barral. Voilà. Bon. Et j'espère qu'il va être réédité par Giletta. Oui. Bon, mais si, on verra. Donc, je n'en ai plus. Par contre, j'ai fait des livres électroniques. Moi, j'en ai jamais lu, j'ai pas de liseuse, mais j'ai sacrifié à l'ère du temps. Et j'ai mes 4 derniers livres qui sont là et qui sont. Bon, qu'est-ce qui vous reste alors? Montrez-moi. Alors, il me reste le livre de ma mère, ça il est bien connu, il est là. À Tahiti, Folle de montagne, mon premier livre, c'est celui-là. C'est aussi la 12e édition. C'est aussi un best-seller, mais à Tahiti, au Vendésie. Et ensuite, je me suis passionnée, j'avais 2 passions avant de partir, entre autres. J'avais la montagne, à Tahiti, j'ai fait pas mal de choses, et à Gauguin. Et arrivé à Tahiti, je me suis passionnée pour la montagne, 2241 mètres. Ça n'avait rien à voir avec les Alpes d'ici ou de Chamonix, mais quand même. J'ai
ouvert une soupape et j'ai donc écrit ce premier bouquin sur les randonnées en montagne. Et ensuite, je me suis passionnée pour Gauguin et j'ai écrit sur Gauguin et sur Matisse, qui est venu à Tahiti, qui est moins connu. Voilà.